suite à l'adoption d'une nouvelle constitution, au lien entre unité de l'État, de nouveau affirmée, et une décentralisation nouvellement consacrée, s'est posée l'épineuse question de la tension qui existe toujours entre souveraineté de l'État et libre administration, mais aussi une autonomie dans quel but et de quelle unité est-il question? Cohésion normative et institutionnelle ou cohésion nationale, et de là, quelle décentralisation pour quelle unité? De tout temps, et quelle que soit la forme qu'il peut acquérir, l'État n'a jamais ignoré l'espace, pas plus qu'il n'a ignoré les œuvres et les communautés qui occupent son territoire, étendant toujours son bras pour les contrôler et assurer sa domination, et d'autres fois en tolérant leur diversité ou pour en assurer l'émancipation. Toutefois, en Tunisie, les régions s'étant invitées avec fracas sur la scène politique aux premiers instants de la Révolution, et davantage encore durant la période de transition, la place qu'ils occupent dans les préoccupations des responsables nationaux s'avère désormais essentielle et leur avenir déterminant. Manifestant leur colère face à un centre politiquement oppresseur et sourd à leurs besoins économiques et sociaux élémentaires, les régions défavorisées où s'accumulent les déficits de confiance envers les représentants locaux de l'État et le sentiment de marginalisation tant géographique, économique et culturelle exigent réparation. Dénonçant la différence de l'État et de la communauté nationale à leur sort et leur maintien loin de la modernité des centres urbains, les régions défavorisées vont clamer avec vigueur et parfois même avec violence leur volonté croissante de maîtriser leur sort, tout en revendiquant une part de la richesse et de l'effort de développement dont ils ont subi depuis trop longtemps une véritable confiscation. S'assignant un rôle majeur dans la construction de l'unité nationale et dans la conduite du développement du pays, l'État tunisien, nouvellement indépendant, héritant du modèle jacobin français notamment, et obsédé par le spectre de la segmentation tribale et régionale, s'est en effet toujours méfié de l'idée de décentralisation. Néanmoins, le rôle que l'État s'est imparti, ne pouvant être joué qu'en se conciliant la coopération des collectivités et des groupements, il a longtemps tenté de contrôler le territoire et les populations par une instrumentalisation des autorités locales et régionales et l'intégration à travers le parti des autorités représentatives traditionnelles et des nouveaux prétendants. De ce fait, ni les élections des autorités communales, ni la reconnaissance tardive au gouvernorat de la personnalité juridique ne vont modifier fondamentalement la nature essentiellement déconcentrée et autoritaire de l'organisation du territoire. Réponse aux attentes d'une redistribution verticale des pouvoirs et des compétences entre un État central, objet depuis fort longtemps de toutes les suspicions, la nouvelle consécration constitutionnelle de la libre administration des collectivités territoriales, avec l'institution de plusieurs niveaux de décentralisation, une représentation démocratique, des principes de solidarité nationale, de droits politiques et sociaux, est donc venue trancher l'ordre constitutionnel antérieur, farouchement réfractaire aux procédés électifs et au pluralisme des autorités locales, suscitant l'espoir d'une redistribution des richesses entre les régions et l'accession de tous à la dignité grâce à la proximité liée à l'idée de décentralisation. Manière d'être de l'État, selon la célèbre formule de Maurice Horiot et relevant donc du discours global de la théorie de l'État, la décentralisation territoriale, qui fait encore l'objet de multiples définitions, révélatrices de conceptions diverses, renvoie des théories à des critères d'utilisation variables. S'appliquant au phénomène général de la répartition des compétences et des pouvoirs entre un organe central et des organes périphériques de la collectivité, certaines de ces définitions se fondent sur la distinction entre affaires locales et affaires nationales. D'autres sur l'idée d'autonomie juridique et financière dont bénéficient les organes périphériques par rapport à l'organe central, ou encore sur le critère politique de l'élection des agents, qui introduit une distinction devenue classique entre la décentralisation proprement dite et la déconcentration. Étroitement liée aux valeurs démocratiques de la civilisation occidentale depuis 3 siècles seulement, ce critère implique que c'est l'exigence de l'élection qui confère et garantit à l'attribution de compétences à des organes non centraux leur autonomie. Mais en réalité, au-delà de ces critères, c'est surtout le nombre et l'importance des normes locales par rapport aux normes centrales qui déterminent le véritable degré de la décentralisation. Il s'agit là d'un critère normatif qui rattache cette forme d'organisation au problème des formes d'État et autres collectivités publiques, de leur structure unitaire ou composée. Il renvoie donc dans un système unitaire à la conciliation entre
unité de l'État et libre administration. Notion juridique indéterminée et réalité insaisissable dans son ensemble, la décentralisation, qui revêt une signification politique et administrative, géographique et sociale, s'inscrit toujours dans un processus historique dont dépend le degré de décentralisation. Brisant l'ordre unifié et hiérarchisé des tâches administratives à travers le territoire et organisant les rapports entre les compétences de l'État et ses collectivités territoriales, la nouvelle Constitution vient consacrer dans un bel élan décentralisateur et à travers les principes fondateurs qui confèrent valeur constitutionnelle, une large émancipation des collectivités et donc promouvoir un nouvel ordre libéral où l'État doit se construire du bas vers le haut, tout en maintenant la prééminence de l'ordre normatif national, clé de voûte de l'unité de l'État. C'est ce que nous verrons donc dans une première partie. Néanmoins, si l'État, expression et garant de la souveraineté, se définit constitutionnellement comme un ordre normatif hiérarchisé et unifié, ce que met en place la Constitution, en tant que réalité humaine, géographique et sociale, l'unité et l'autorité de l'État ne peuvent se maintenir par la seule force de la Constitution. Les révolutions sont là pour le rappeler au gouvernement. L'histoire des faits sociaux nous enseigne en effet que loin de résulter exclusivement d'un processus juridico-normatif, la construction de l'État est un fait social. L'État étant une institution qui s'agrège à la société civile et qui tend à en prendre les rênes, sans s'y identifier, ni même totalement la dominer. Face aux réalités sociales et géographiques, à des populations et à des régions en déshérence, et pour qui le modèle normatif et le projet national ne signifient pas grand-chose, l'unité constitutionnellement consacrée de l'État reste soumise à certaines conditions dont la mise en œuvre soulève plein de questions. Et c'est ce que nous verrons donc dans une deuxième partie. Tout d'abord donc, consécration d'un nouvel ordre étatique fondé sur la décentralisation. Si au niveau politique, une démocratie a besoin d'assurer un équilibre entre pluralisme et cohésion de l'ensemble du système démocratique, au niveau juridique, l'État, en tant qu'ordre juridique relativement centralisé, doit assurer un équilibre entre l'unité de l'État et le respect de l'identité des diverses collectivités territoriales le composant. C'est pourquoi, tout en affirmant le principe d'unité de l'État, la Constitution va poser dans un chapitre 7 les principes garantissant aux collectivités territoriales la plus large émancipation, tout en établissant la prévalence de l'État afin d'en assurer la nécessaire cohésion. S'agissant donc de l'élargissement de l'autonomie, c'est en engageant l'État à soutenir la décentralisation et à l'adopter sur tout le territoire national, et en conférant désormais à travers une nouvelle architecture à 3 niveaux de décentralisation, que sont la commune, le département et la nouvelle collectivité qui est le district ou la région, un statut constitutionnel qui garantit leur existence et leur établissement sur l'ensemble du territoire, que le constituant marque sa volonté d'édifier une démocratie de proximité généralisée qui permet l'émergence d'un véritable pouvoir local doté de tous les attributs liés à une large décentralisation. Personnalité juridique, autonomie financière et administrative, libre gestion par des conseils élus des affaires locales les concernant, transfert de compétences et compétences partagées, possibilité de partenariat et de coopération, ainsi que reconnaissance à leur profit d'un pouvoir réglementaire, ce qui leur confère un véritable pouvoir de décision avec la substitution au contrôle classique de tutelle, un simple contrôle a posteriori. La consécration de ces nouveaux éléments constitutifs de la décentralisation, qui constitutionnalise un pouvoir local considéré comme désormais central, s'accompagne au niveau institutionnel par la création d'une instance, le Conseil supérieur des collectivités locales, composé des conseils de l'ensemble des collectivités, et qui, sans aller jusqu'à la constitution d'une deuxième chambre au sein du Parlement, consacre néanmoins la place nouvelle reconnue aux collectivités territoriales au sein des institutions de l'État. Destiné à siéger au nord de la capitale, hommage symbolique aux régions, au souci de rapprochement, ce conseil donne son avis sur les projets de loi et examine toutes les questions liées au développement et à l'équilibre entre les régions. Néanmoins, quant à savoir si cet avis est obligatoire ou non, conforme ou simplement consultatif, la réponse est entre les mains du législateur qui reste en réalité le véritable chef d'orchestre de la décentralisation. En effet, tout en conférant une compétence de principe aux collectivités territoriales, c'est à travers la primauté de l'ordre normatif national et le recours au principe de subsidiarité
que la Constitution met en place et maintient la cohésion de l'État et laisse au législateur la maîtrise du degré de décentralisation. S'agissant donc de la primauté de l'ordre normatif national. Comme c'est normal dans un État dont la décentralisation n'exclut pas le caractère unitaire, les collectivités locales constituent, contrairement à l'État, des institutions administratives. Elles n'ont donc ni constitution propre, ni pouvoir législatif, ni tribunaux jugeant en leur nom. Néanmoins, si la décentralisation se définit pour certains tels des émanes, essentiellement par le niveau normatif de prise de décision conféré aux autorités décentralisées, le modèle de décentralisation consacré par la nouvelle Constitution ne bouleverse pas fondamentalement la primauté de l'État. D'une part, puisque le statut des collectivités locales relève à tous les niveaux de la loi, conformément aux dispositions de la Constitution, et d'autre part, du fait que leurs compétences sont régies par le principe de subsidiarité qui assure l'unité de l'ensemble national. Au niveau de la compétence législative, au niveau normatif, le principe d'unité de l'État marque de son empreinte la toute-puissance de la loi sur l'organisation administrative locale. Ne détenant pas dans le cadre unitaire consacré par la Constitution la compétence de leurs propres compétences, c'est du législatif que relève donc, en vertu de l'article 65 de la Constitution, l'ensemble des règles régissant les collectivités territoriales et dont dépend la définition et le statut de ces collectivités décentralisées, leurs compétences propres transférées au conjoint et leur contrôle, mais aussi leur création concrète sur l'ensemble du territoire. Il s'agit là d'un pouvoir fondamental qui inclut le choix des critères du découpage territorial, avec ce que cela induit de possibles manipulations et laisse le choix au législateur, comme le prévoit la Constitution, de créer d'autres catégories spécifiques de collectivités territoriales et de déterminer le contenu de cette notion. Cette compétence, qui implique une base législative est nécessaire à toute intervention du pouvoir réglementaire de l'État, constitue dans le même temps une garantie du principe de libre administration, en soustrayant tout ce qui touche à cette matière à l'intervention du pouvoir réglementaire et trace par là même la limite de la portée réelle du pouvoir réglementaire conféré par l'article 134 de la Constitution aux collectivités locales dans leur domaine de compétences. Ne bénéficiant d'aucune autonomie propre par rapport à l'ordre normatif supérieur, le pouvoir réglementaire local reste, à notre sens, en réalité, soumis aux principes classiques régissant l'exercice du pouvoir réglementaire qui lui interdit d'entrer en concurrence avec le pouvoir réglementaire national d'exécution des lois que la Constitution réserve au Premier ministre. L'absence de spécificité du pouvoir réglementaire local confère dès lors un caractère résiduel en dépit du principe de libre administration, relevant davantage de la puissance symbolique que d'une conception normative nouvelle de la décentralisation. La consécration constitutionnelle d'un pouvoir normatif local a dès lors peu de conséquences sur une répartition des compétences qui, bien que régie par le principe de subsidiarité, reste définie par l'État. En attribuant aux collectivités locales des compétences propres, des compétences conjointes avec l'autorité centrale et des compétences transférées par elle, réparties pour ces deux dernières sur la base du principe de subsidiarité, la Constitution élargit non seulement le champ d'intervention des collectivités territoriales, mais met en place une nouvelle conception de l'État et de l'administration, permettant de dépasser la formule dépourvue de signification juridique d'affaires locales qui suggère le principe d'une clause générale de compétence au profit de chaque catégorie de collectivité centralisée, alors qu'aucune affaire ne revêt a priori et par nature un caractère strictement local. Le principe de subsidiarité constitue un principe de régulation des compétences d'une administration conçue en strate et met en place une conception élastique de la décentralisation. Revêtant une double signification, ce principe constitue en effet, dans sa dimension négative, un principe de non-ingérence qui limite l'intervention d'une autorité supérieure vis-à-vis d'une entité qui serait le mieux en mesure d'agir. Il constitue dans le même temps, dans sa dimension positive, un principe de secours qui fait naître pour les instances les plus élevées une obligation d'agir en cas d'insuffisance des acteurs primaires. Ainsi, tout en conférant les plus larges compétences au niveau local, il permet de réguler la dialectique centralisation-décentralisation et d'assurer l'application unifiée et une cohésion normative de l'ordre national. Néanmoins, la subsidiarité ne règle pas tout. Outre qu'il n'est pas certain que ce principe s'impose au Parlement, qui garde un pouvoir discrétionnaire dans la répartition des compétences,
Son application suppose que l'État lui-même, déstabilisé par cette nouvelle organisation administrative, ait une idée claire de ce qu'il doit garder ou non, de déterminer ce qui relève en principe de telle ou telle catégorie de collectivité, ce qui relève des compétences conjointes et des compétences transférées. Si le bon sens indique qu'il convient que les compétences de l'État devront être transférées de soit en totalité à l'une des catégories de collectivités, afin d'éviter des doublons, chevauchements, fractionnement des décisions, les expériences étrangères montrent que cela n'est pas si simple, que la réalité se joue des ordres conceptuels et que c'est à une véritable jungle législative qu'il faut se préparer. Source d'effritement législatif et de complexité, de conflits de compétences et d'irrégularités qui mettent en cause l'unité du droit et principe d'égalité, la décentralisation qui fait des communautés de base des piliers de l'administration exige, dans le contexte actuel où il est tant attendu de la décentralisation, une consolidation, tant le risque est grand que ce modèle débouche pour une grande partie de communes sur une recentralisation ou qu'elle mette à mal l'unité de l'État compte tenu de la spécificité de certaines régions. C'est ce qui nous conduit, dans une deuxième partie, à un équilibre fragile qu'il convient de consolider. Réalité tant humaine que géographique et économique, la décentralisation est moins que jamais pour nous aujourd'hui un principe constitutionnel et un simple mode d'organisation. Technique de rapprochement de l'administration et d'une prise en charge des affaires propres par les collectivités humaines infra-étatiques, la décentralisation en tant que levier d'une nouvelle dynamique économique et sociale des régions suppose un découpage territorial pertinent et une répartition réaliste des missions. De même, garant de l'ordre normatif et de sa cohésion, l'efficacité du contrôle devant être exercée sur des autorités locales dotées désormais de pouvoirs élargis et investies d'une légitimité accrue va s'avérer déterminante. Alors, tout d'abord, nécessité d'une bonne répartition. La généralisation accélérée sur l'ensemble du territoire des 3 niveaux de décentralisation, s'il est conforme aux nouvelles tendances internationales en matière d'organisation territoriale, et répond à la nécessité de combler à partir du bas un encadrement communal très insuffisant, ne manque pas de soulever des interrogations quant à son aménagement. Application généralisée immédiatement ou différée selon les situations, renouvellement des délégations spéciales ou non, recours à l'État avant les élections. En l'absence de dispositions transitoires prévues par la Constitution, c'est autant d'alternatives toutes sujettes à caution. Seule une infime partie du territoire étant aujourd'hui ouverte par des municipalités, la question de la création de nouvelles communes semble en effet non seulement peu réaliste, mais aussi source de dissensions et de revendications. De plus, alors que le choix de la base territoriale sur laquelle ces sites doivent être créés se pose, face aux disparités réelles qui les séparent selon l'étendue du territoire, l'importance de la population, le milieu rural ou urbain, en termes de viabilité, le principe d'uniformité du régime posé par la Constitution soulève la question de son inadéquation. Par ailleurs, l'idéal municipal ne consistant pas seulement à réaliser des économies d'échelle ou de procéder seulement à un rapprochement, mais d'intégrer le rural dans l'urbain, il serait dès lors important que les futures municipalités soient organisées autour de centres capables de fournir des biens et services à un plus large regroupement des populations autour d'un sentiment d'appartenance et la réalisation de projets communs, ce que permettrait le choix des délégations existantes moyennant quelques modifications. Par ailleurs, si l'actuel découpage des 24 gouverneurs peut tout à fait constituer le niveau intermédiaire, celui du département, le critère de centralité nécessaire à un chef-lieu étant respecté, c'est surtout au niveau des districts ou des régions, véritable innovation institutionnelle dont les membres sont élus par les membres des conseils municipaux et régionaux, que l'enjeu est le plus important. Objet de grands espoirs en tant que moteur du développement et d'un rééquilibrage économique et social des régions, ce niveau supérieur de la décentralisation peut, s'il est mal conçu, être source d'un trop large affranchissement pour certaines régions ou en cas d'échec, d'un plus grave sentiment de marginalisation. Si leur nombre se situe entre 5 et 7 selon les conceptions, leur découpage s'avère donc déterminant. Fondé sur des solidarités régionales ou tribales ou électorales, un tel découpage ne ferait que renforcer les tendances de la segmentation, qui se fonderaient sur des spécificités culturelles ou leur position frontalière, sans assurer un plus grand développement. Horizontale, afin d'agréger des zones de l'intérieur aux zones côtières, ce nouveau découpage favoriserait un rééquilibrage régional et une plus grande homogénéisation économique et sociale, si nécessaire aujourd'hui, à l'unité de l'État,
en brisant ce que l'aspect cumulatif des multiples disparités et des fractures comprend de danger. Cette homogénéisation territoriale, qui contribuerait au renforcement du lien national, permettrait de favoriser l'équilibre délicat entre unité et autonomie, et que la substitution à la tutelle d'une nouvelle conception du contrôle compromet fortement. Dernièrement, donc, enfin, danger de la nouvelle conception du contrôle. Face à des acteurs politiques sujets à des pressions locales, multiples et soucieux de s'imposer électoralement, le contrôle des collectivités locales sera déterminant. Symbole de l'unité et de la prééminence de l'État, qui se doit de s'assurer le respect de la règle de droit sur l'ensemble du territoire, il s'incarne dans un contrôle de constitutionnalité des lois qui garantit que les conditions d'exercice des libertés soient les mêmes sur l'ensemble du territoire national, ou que ne surviennent des ruptures caractérisées d'égalité dans l'attribution des prestations relevant de la solidarité nationale. Il s'incarne aussi dans le contrôle de l'égalité exercé par le juge administratif, dont relève aussi le conflit de compétences, mais il s'agit aussi et surtout du contrôle administratif, dont l'existence est inhérente au concept de libre administration et qui marque les limites de la décentralisation. Prévu par l'article 138 de la Constitution, ce contrôle mis en place par la Constitution donc relève d'une nouvelle conception qui confère un véritable pouvoir de décision aux élus locaux, mais risque de constituer une garantie trop faible du respect de l'unité normative de l'État et de sa nécessaire cohésion. Bannissant le contrôle a priori et la tutelle en vigueur auparavant et qui allait au-delà de la simple légalité, il soumet les collectivités locales à un contrôle de leur acte administratif et budgétaire qui ne peut s'exercer qu'à posteriori. Exercé par un représentant de l'État, dont la Constitution ne fait en outre pas mention, ce contrôle administratif s'effectue donc sur des actes qui sont exécutoires de plein droit dès leur publication au journal officiel des collectivités ou leur notification, voire même parfois sur des actes exécutés, sauf lorsqu'il y a eu sursis à exécution. Et pour autant que ces actes aient fait l'objet d'une transmission aux représentants de l'État, le récépissé délivré par celui-ci ne constitue pas une approbation préalable et n'est donc pas une condition de leur caractère exécutoire. Contrôle de conformité juridique des actes qui excluent leur appréciation en termes d'opportunité, les seuls fondements juridiques permettant de l'exercer et de contester les délibérations et décisions des autorités locales sont l'ensemble des dispositions constitutionnelles, législatives et règlements prises dans leur application et dont la tenue s'impose à eux. Néanmoins, l'efficacité de ce contrôle dépend étroitement du pouvoir d'appréciation dont jouit le représentant de l'État dans la saisine du juge administratif pour aboutir à l'annulation, voire même à la modification d'un acte estimé illégal. Alors, comme le fait apparaître le cas français, si en matière budgétaire, la compétence du préfet est liée et lui impose de déférer tout acte estimé illégal, s'agissant des actes administratifs, celui-ci conserve toute sa liberté d'appréciation. Quant à la nécessité de saisir le juge à fin d'annulation, avec ce que cela suppose d'atteinte au respect de la légalité et de l'égalité, ainsi que de dérives compte tenu des nombreuses attributions des autorités locales. Outre l'encombrement de la justice administrative que présage un tel contrôle en Tunisie, l'affaiblissement de l'État et la légitimité de l'ordre républicain pesant moins lourd que d'autres solidarités, cela ne peut qu'encourager les tentatives locales d'autonomisation et persuader les dirigeants locaux qu'ils peuvent décider de tout, car élus par le peuple souverain et qui plus est émanant de leur évolution. Conduisant à une remise en cause de la légitimité d'un contrôle exercé par une autorité estimée jugée partie, qui ne peut se prévaloir d'élection, cette interprétation extensive du principe de libre administration peut dériver vers une mise en cause de la prééminence de l'État, des actes déjà sujets à bien de suspicion et dont le contrôle serait perçu comme une immixtion et une entrave au développement. Dès lors, et en conclusion, en l'absence de communauté réelle, le sens de l'État et le sens civique dominent. C'est à des féodalités et à des groupes de pression où règne la toute-puissance de l'argent que risque de déboucher la démocratie locale et la libre administration, avec son lot de clientélisme, de corruption et de compromission. Souvent décriée car source d'inefficacité, de dépenses excessives, de clientélisme et de fragmentation, la décentralisation peut être consolidée à travers la mise en place d'un nouvel équilibre régional, économique et social du corps national, une unité de la nation parfois au bord de l'implosion. C'est en tout cas là que réside aujourd'hui pour nous le véritable enjeu et le défi de nouveaux projets de décentralisation.